une production du Studio SF. Salut, je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et je suis en compagnie de mon ami Kevin L'Espérance, moi je suis épidémiologiste et biochimiste, puis aujourd'hui on vous présente le podcast Science Radio. Dans Science Radio, on se plonge dans des sujets scientifiques d'actualité pour lesquels vous posez probablement plein de questions avec nos invités. On discute, on fait de la lumière, sur plein de sujets super intéressants. Et ce podcast est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef Rémi Quirion. Si vous êtes curieux de la science, vous avez envie d'en apprendre plus, bien, on vous invite à suivre, comme nous, le scientifique en chef sur ses réseaux. Aujourd'hui, au podcast, on va parler de microdosage, puis on a un invité incroyable, le professeur Claude Rouillard, qui est professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval. C'est un expert en microdosage, là, pas parce qu'il en fait nécessairement, mais parce qu'il étudie beaucoup le microdosage. Puis, on s'est posé plein de questions super intéressantes. Toi, Myriam, ton intérêt pour ce sujet-là, ça vient d'où? Mais tu sais, on a une vision parfois un peu négative des drogues. Puis là, on dirait qu'il y a eu une espèce de changement de paradigme là-dessus où est-ce qu'on peut se questionner s'il y a des utilisations thérapeutiques et ça à des plus petites doses. Est-ce que ça aide à mieux se concentrer, mieux performer, être moins anxieux? Toi, Kev? Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Ça vient d'un de mes chums, Frank l'Africain, pour ne pas le nommer. On faisait une compétition de snow à un moment donné. Il fallait qu'on monte la montagne le plus de fois possible, dans le moins de temps possible. Puis, j'étais tout le temps comme 100 pieds en avant de nous. Puis là, on se posait bien des questions. On se demandait pourquoi. Puis, à la fin de la journée, il nous a juste dit, les gars, j'étais tellement bien, j'étais dans ma tête, j'ai microdosé tout le long. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur le microdosage. As-tu vraiment des effets bénéfiques? Est-ce que ça a des effets négatifs? Donc, c'est un peu ce genre de choses-là qu'on va aborder dans l'épisode aujourd'hui. Ben oui, puis écoutez, c'était notre épisode pilote. Donc, le format va peut-être avoir un peu changé au fil du temps, mais tout le contenu est là. C'est super intéressant. Donc, sans plus attendre, bonne écoute! Donc, aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui gagne beaucoup en popularité dans l'espace public, soit le microdosage par l'utilisation de substances psychédéliques. Kev, comment ça va? Ça va super bien. Je suis très heureux de commencer la saison avec toi puis d'aborder ce sujet-là. Oui, donc moi, je m'appelle Myriam. Puis Kev, avant, j'ai le goût de te demander, toi, dans ton entourage, l'utilisation de psychédéliques, de microdosage, est-ce que tu en vois autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens que tu connais qui mettent ça dans leur risotto le soir? Pas dans leur risotto, mais dans leur spaghetti actuellement. J'ai comme une bonne histoire là-dessus. On parlait hier, j'étais au bar. Ben oui, j'étais allé prendre une bière avec des amis. Mm-hmm. Et les collègues à moi qui m'ont raconté justement une histoire avec... ils ont mis la louche de champignons magiques dans le spaghetti, puis finalement, il en restait plein sur la louche, puis là, il y a un gars qui l'a liché au complet à la fin, puis ça s'est mal passé pour lui. Donc oui, j'en connais des gens dans mon entourage qui consomment des psychédéliques, pas de manière régulière, mais je vois aussi toute cette effervescence-là alentour du microdosage, là, on en entend de plus en plus parler, et je dois dire que j'ai un ami à moi aussi qui microdose régulièrement. Mm-hmm. Donc là, on a sorti bien des mots LSD, microdosage, champignons magiques, ça pourrait améliorer la créativité, améliorer l'humeur. Bref, c'est plein de sujets passionnants, mais des questions aussi un peu complexes qu'on va discuter aujourd'hui parce que, mine de rien, selon le Global Drug Survey, c'est pas moins de 15% de la population mondiale qui aurait eu recours à des psychédéliques dans les 12 derniers mois. Et plus spécifiquement, au microdosage pour le LSD, les données de 2021 indiquent qu'environ 5% de la population en consommerait. Puis, 5%, ça peut avoir l'air pas beaucoup, mais c'est un chiffre qui a doublé depuis 2018. Donc, clairement, il y a un engouement pour tout ça. Puis, en plus, on a la chance aujourd'hui d'être avec professeur Claude Rouillard, qui est professeur titulaire au département de psychiatrie et de neurosciences de l'Université Laval, un spécialiste du rôle des neurotransmetteurs, particulièrement la dopamine. Donc, bonjour, professeur Rouillard, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'être présents. Donc, on va faire appel à votre expertise un peu plus tard dans l'épisode pour mieux comprendre qu'est-ce que ça fait tout ça. Puis, dans un premier temps, Kev, on s'intéressait beaucoup à comprendre d'où ça vient, cet intérêt-là, parce qu'il y a souvent une composante historique qui est vraiment fascinante à aller regarder. Puis, en faisant mes lectures, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir qu'il y a des rapports de l'utilisation des champignons magiques. Puis, on s'intéresse en fait à la psilocybine, qui est en fait justement l'ingrédient actif dans le champignon magique. Puis, ça remonte au 16e siècle en Amérique du Sud, dans les populations aztèques. Donc, c'était
consommés à des fins médicinales pour la fièvre, les rhumatismes, mais aussi pour à des fins religieuses. Puis, ces champignons sacrés-là qu'ils appelaient, ou dans leur langage, le Teonacatal, ça signifiait chair de Dieu. Et quand il y a eu la colonisation dans ces régions-là, les missionnaires chrétiens espagnols croyaient que les Aztèques utilisaient les champignons sacrés pour communiquer avec des démons. Donc, ils ont vraiment tenté d'effacer toute trace de l'utilisation de ces champignons sacrés. Puis, je pense que c'est bon de nuancer que dans ce temps-là, c'était probablement pas du microdosage qu'ils faisaient. Là, donc, c'était à des doses probablement un peu plus élevées. Puis, il y a eu un intérêt pour tout ça si on revient dans les années 1900. Puis, dans les années 60, il a commencé à avoir davantage de préoccupations, d'inquiétude par rapport à l'utilisation grandissante des psychédéliques. Donc, c'est devenu illégal pas mal partout dans le monde. Alors, c'est resté plutôt silence radio de ce côté-là pendant plusieurs années. Et en 2011, il y a le livre The Psychedelic Explorer's Guide par James Fadiman en 2011 qui a été publié, qui a ramené un grand intérêt dans le public pour le microdosage. Donc, c'est un chercheur dans le domaine qui a publié un livre sur cette utilisation-là. Et en parallèle, il y a eu beaucoup de rapports médiatiques de l'utilisation du microdosage par des employés de Silicon Valley pour améliorer l'efficacité, les habiletés créatives. Et ça, c'était vraiment justement pour des microdoses. Donc, de ne pas avoir nécessairement tous les gros effets hallucinogènes et tout, mais d'être plus productif au travail. Puis Kev et moi, on est au doctorat. C'est un truc qui améliore la créativité dans un environnement à haute. Ça m'intéresse, ouais. Ça m'intéresse. C'est certain qu'on peut comprendre d'où vient cet intérêt-là. Mais là, c'est beaucoup des rapports anecdotiques et tout ça. Donc, qu'est-ce que la science dit par rapport à ça? Et si on arrive aujourd'hui, au Canada, la vente, la possession et la production de champignons magiques et de drogues comme le LSD sont toujours illégales. Et malgré la recrudescence d'intérêt qu'on a vu dans les dernières années, il y a encore des limitations importantes dans le progrès scientifique sur le sujet en raison de la réglementation qui existe au niveau des agences gouvernementales. Et il y a des inquiétudes qui demeurent concernant l'utilisation récréative de psychédéliques. Par contre, au Canada, depuis janvier 2022, la psilocybine, donc le fameux champignon magique, est accessible via le programme d'accès spécial de Santé Canada pour le traitement de la dépression en fin de vie et de la dépression qui est réfractaire au traitement pharmacologique, à la psychothérapie et tout ça. Par contre, une nuance importante, dans ce cas-ci, on ne parle pas de microdosage, on parle vraiment de doses thérapeutiques plus élevées. Puis ça, c'est une nuance importante qu'on va faire à maintes et maintes reprises au cours de la discussion. Et ça se fait avec l'accompagnement d'un thérapeute. Donc, est-ce que j'oublie des choses, Kev? Ça résume pas mal la ligne du temps. Assez bien. Je dirais que, pour résumer, c'est qu'aujourd'hui, au point où on en est, il y a un certain intérêt commercial envers les psychédéliques, notamment les fameux champignons magiques. Là, on l'a vu, là, c'est anecdotique, là, mais il y a des magasins qui ont essayé d'ouvrir ici même au Québec. Ils se sont fait fermer assez rapidement par les corps policiers. Il y a des intérêts aussi en recherche parce qu'il y a une plus grande curiosité de la part du public envers ces substances-là pour traiter différents maux. Donc, on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y en est dans la recherche, dans la science? C'est ce qu'on va essayer d'élucider ensemble aujourd'hui. Juste pour dire, quand tu parles de l'intérêt, juste tantôt qu'on est arrivé en studio, il y a d'autres gens qui enregistrent autour de nous, on blacotait un petit peu, puis là, tout le monde, parce que microdosage psychédélique. Puis, professeur Houillard, je vais vous demander, puisque là, on a mentionné, vous avez été professeur titulaire et vous êtes à la retraite maintenant. Vous qui avez commencé dans les années 80, quand vous alliez dans des congrès, dans des discussions entre collègues, comment avez-vous vu l'évolution de ces discussions-là? En fait, les psychédéliques, on n'en entendait à peu près pas parler aller jusque peut-être il y a une dizaine d'années, où là, tranquillement, ça a commencé à apparaître, etc. Les psychédéliques, en fait, ont été populaires dans les années 70. Ils ont été popularisés par toute, disons, la génération hippie, etc. Et très rapidement, les organismes gouvernementaux ont diabolisé ces drogues-là. Ils ont rendu ces drogues-là et ont indiqué que ces drogues-là étaient très dangereuses, etc. Et l'utilisation de ces drogues-là a baissé beaucoup. On les voyait presque plus sur le marché. Et là, il y a un retour de ces drogues-là qui font un retour. Et il faut voir, il y a 3 aspects différents, et vous l'avez souligné dans votre introduction. Il faut faire la différence entre l'utilisation des psychédéliques à des fins récréationnelles, c'est-à-dire, on appelle ça des hallucinogènes pour avoir des hallucinations. D'un autre côté, on pourrait utiliser ces drogues-là au point de vue thérapeutique. Qu'est-ce qui va changer? C'est la dose. Pour avoir des hallucinations au point de vue récréationnel, on va y aller avec des
forte dose. Au point de vue thérapeutique, on va y aller probablement avec la dose minimale qui pourrait avoir un effet thérapeutique. Et de l'autre côté, on a les microdoses. Le microdosing fait appel à des très, très petites doses qui, normalement, n'ont pas d'effet visible, mais qui pourraient engendrer des changements dans les comportements, des changements désirables dans le comportement. Donc, il faut bien faire la différence entre ces trois choses-là, le microdosing, l'usage possible thérapeutique et l'usage récréationnel. C'est tout un monde de différence au point de vue de la dose, et ça, c'est drôlement important. Tout à fait, c'est des nuances importantes à ajouter. Puis là, justement, Kev, pour bien définir le microdosage, c'est quoi? Parce que ça aussi, quand on a fait nos lectures, ça fait pas tout à fait consensus. Ça fait pas consensus parce que c'est très difficile de définir une dose, qu'elle soit micro ou macro, cette dose-là. Mais ce qu'on entend par une définition un peu large, c'est de consommer régulièrement de très faibles doses de substances psychédéliques. En l'occurrence, les substances psychédéliques qui sont utilisées les plus fréquemment sont le LSD et la psilocybine, la psilocybine étant l'élément actif qu'on disait dans les champignons magiques. Et c'est souvent dans le but d'augmenter la cognition, l'humeur et d'autres caractéristiques. On y reviendra un petit peu plus tard. Comme professeur Rouillard l'a dit, il y a des limites. La dose, c'est pas si facile à déterminer. Pourquoi? Parce que c'est des drogues qui sont illicites. Déjà là, on a cette limite-là. Donc, étant donné que c'est illicite, on ne contrôle pas nécessairement ce qui se retrouve sur le marché. Donc, ça, c'est un problème. Le second problème, je dirais, c'est les variations interindividuelles. Donc, une dose qui est tolérable pour moi ne sera pas nécessairement la même dose tolérable pour toi, Myriam, puis les effets ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc, ça, c'est déjà un autre problème. Puis ensuite, c'est qu'il y a une absence de consensus sur les effets qu'on va dire subjectifs. Parce que ça reste des substances qu'on dit psychoactives. Elles agissent sur notre cerveau, elles vont altérer notre réalité, altérer notre perception, nos sens. Donc ça, bien évidemment, les effets qu'on va ressentir d'une personne à l'autre ne seront pas les mêmes. Si je peux faire un parallèle, par exemple, avec la douleur. Oui. Si je te frappe le doigt avec un marteau, peut-être que toi, tu vas te mettre à crier, à pleurer, puis ça va être une douleur infinie. Si tu me frappes le doigt avec un marteau, c'est ça. Si tu me frappes le doigt avec un marteau, peut-être que moi, ça me fera rien. Oui. J'en doute tout de même. Mais on a des niveaux de douleur, d'acceptabilité qui sont différents. C'est un peu la même chose avec les substances qui sont psychoactives. Si on pourrait revenir, professeur Rouillard, vous pourrez commenter plus tard également. Il y a la dose qu'on donne, mais après, une fois qu'elle rentre dans le corps, là, c'est toute une autre... Une autre paire de manches, parce que là, ça dépend comment on la consomme, la drogue aussi. Parce que là, si on la mange, il faut qu'elle passe par là, il faut qu'elle soit absorbée au niveau de l'intestin, etc. Et donc, tout un parcours pour se rendre jusqu'à notre cerveau, puis avoir ses effets du moins neurologique, mais aussi dans le reste du corps, versus si on se l'injecte. Donc oui, on en discutera un petit peu plus tard. Si on s'en va au niveau des agences réglementaires qui sont la Food and Drug Administration aux États-Unis, sinon il y a l'Agence européenne du médicament également, eux, ils vont définir ce qu'on appelle une microdose comme étant 1% de la dose pharmacologiquement active. Là, je sais que c'est un gros mot, pharmacologiquement actif. Je suis allé voir la définition pour m'en assurer. C'est une dose qui procure un effet désiré, un effet thérapeutique. Encore une fois, là, ça va dépendre de la condition qui est traitée. Si on traite la dépression, ou si on traite la douleur, ou si on traite le mal de ventre, etc. La dose va changer, la définition de la dose va changer. Ça va dépendre aussi de la drogue. LSD, psilocybine, etc., MDMA, DMT. Donc, la dose va changer, bien évidemment. Puis ça va dépendre des caractéristiques individuelles aussi, comme on expliquait précédemment. Et ça, le 1% de la dose pharmacologiquement active, c'est jusqu'à un maximum de 100 microgrammes. Donc ça, c'est ce que nos agences réglementaires nous disent de par le monde. Quand je regarde dans la littérature, puis je me suis basé sur des recherches d'une revue de la littérature. Ça, une revue de la littérature, là, c'est qu'il y a des scientifiques là, qui vont prendre tous les articles scientifiques qui ont été publiés, toutes les études qui ont été publiées sur un sujet en particulier, puis ils vont mettre ça ensemble. Et dans cette revue de la littérature, ils ont rapporté que la plupart des études disent qu'une microdose correspond à peu près à 1/20e jusqu'à 1/10e d'une dose thérapeutique, comme on mentionnait, ou d'une dose récréative, entre guillemets. Puis là, je dis récréative parce que souvent, les gens qui vont consommer ces drogues-là de manière récréative vont le faire à des doses nettement supérieures à ce qu'on entend par microdose. Okay? Je vous donne un exemple.
champignons magiques. Tu peux en mettre dans ton spaghetti, comme on disait tout à l'heure. Donc, champignons séchés, consommés par voie orale. Ce qu'on entend par une dose thérapeutique, on parle de 3 à 5 grammes approximativement. Donc, sortez vos balances à la maison, 3 à 5 grammes. C'est pas grand-chose. Pour le microdose, on parle de 0,1 à 0,5 grammes. OK? C'est relativement petit. Donc, tu prends ton couteau le plus affûté possible pour te faire des mini morceaux à peine visibles. Exactement. Mais là, considérant justement que c'est des si petites doses, pourquoi est-ce que les gens sont intéressés à en consommer? Bien, c'est ça qui me fascine. Je me suis vraiment posé des questions, puis je suis allé creuser la littérature à savoir quelles étaient les motivations derrière la consommation. Puis bien sûr, il y a une pression indue de l'industrie du commerce. Hein? On le voit de par le monde. Il y a une pression qui vient aussi du cinéma. Oui, on le voit dans des scènes, on écoute des séries le soir tranquille, puis hop, on va voir une scène justement où il y a du microdosage, puis ça suscite un intérêt. Dans les documentaires aussi, dans les livres, comme on l'a mentionné précédemment, ça fait écho un peu à ce qu'on a vécu avec le tabagisme aussi. Hein? Il fut un temps au cinéma, on voyait beaucoup les gens fumer, ça l'a arrêté pendant un certain temps, là, ça recommence aussi. C'est quand même curieux. Mais au niveau des motivations, je dirais que dans le monde clinique, puis dans le monde réel. Donc, dans le monde clinique, il y a des motivations à étudier justement le microdosing pour traiter, par exemple, la dépression, le syndrome post-traumatique, PTSD en anglais, là, différentes psychoses également. On parle de bipolarité, schizophrénie. OK? Donc, il y a un intérêt à étudier le microdosing en clinique pour ces différentes conditions-là, du moins de ce que j'ai recensé dans la littérature. Puis il y avait aussi tout ce qui était les migraines, puis la céphalée de Horton, qui sont des conditions justement où, je veux dire, la personne vit avec des douleurs à la tête tellement intenses que quand, à un moment donné, on n'a pas d'autre option, puis on veut se tourner vers d'autres alternatives, c'est un intérêt important également. Oui, puis c'est un bon point que tu mentionnes parce que je dirais qu'au niveau de la clinique, c'est un coup on va commencer à utiliser le microdosing, puis ces substances-là, un coup qu'on va avoir épuisé tous les traitements ou toutes les méthodes qui sont à notre disposition. Puis, on va en parler un peu plus tard aussi, mais une petite parenthèse, en clinique, on est dans des conditions, puis c'est souvent accompagné de psychothérapie. Ou de différents, tout dépendant, je ne sais pas pour les céphalées, là, mais pour les désordres, je vais dire, de l'ordre psychiatrique, on est accompagné par des spécialistes, bien évidemment. Puis même, en fait, pour la céphalée de Horton, ou quand c'est donné, justement, puis là, on parle davantage de doses thérapeutiques, la personne va prendre la dose et elle est accompagnée d'un thérapeute tout au long de la journée parce que les effets ressentis vont durer des heures. Donc, en tout cas, ça amène toutes d'autres questions au niveau de la faisabilité et tout ça. Moi, j'ai pas lu beaucoup sur les céphalées, donc je suis content que tu aies lu là-dessus. Merci. Et dans le monde réel, ce que j'entends par le monde réel, c'est quand on va poser des questions dans la population. On appelle des études d'observation. Okay? On va voir les utilisateurs de ces drogues-là, puis on leur pose des questions, puis on leur dit « Hey, pourquoi tu consommes? » Basically, c'est ça qu'on fait. Et il y a plusieurs raisons qui ressortent. Et ces raisons-là ne sont pas mutuellement exclusives. Hein? Il y a des gens qui peuvent consommer pour plusieurs raisons, d'autres pour seulement une raison. Okay? Donc là, premièrement, la curiosité. Bien évidemment. Donc, ça, on en parlait, nous deux, à force de lire, on s'est comme dit... puis ça, c'est... Kev et moi, on n'est pas... les drogues, du moins avec mon historique familial, moi, c'est pas quelque chose que je veux toucher. Toi, c'est pas quelque chose que tu as le réflexe nécessairement. Non, mais en même temps, tu sais, il y a des gens qui consomment dans notre entourage, qui microdosent. Il y a quand même un effet d'influence. Je peux être curieux par rapport à quelque chose. Puis, tu sais, ça fait écho à tous les phénomènes d'influence qu'on voit aussi auprès des jeunes. Tu sais, il n'y a aucun jeune qui se dit, moi, je vais fumer la cigarette là, dans la vie. Là. Non, il y a des effets de boule de neige, d'influence, curiosité, etc., qui mènent les gens à consommer certaines drogues. Donc, curiosité. Amélioration, je dirais, de l'humeur, de la performance, de la santé mentale, des fonctions cognitives. C'est quelque chose qui est rapporté fortement. C'est une des raisons, du moins derrière. Il y a des raisons spirituelles ou, je dirais, personnelles aussi. Donc, oui, on en parlait, par exemple, avec les Aztèques. Hein, ils consommaient de manière religieuse, connectés avec les démons, connectés avec... Ça c'était la perception des missionnaires qui essayaient de les coloniser. Donc, nous, les missionnaires blancs, on n'a jamais compris qu'eux étaient dans leur tradition et essayaient de connecter justement avec ça en quoi ils croyaient. Et c'est tout à fait correct. Pour les connexions sociales,
Ouais. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Donc, en gros, pour se faire des amis, tu t'en vas pas chez Jean Coutu, tu microdoses. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Thérapie alternative de toutes sortes, hein. Bien évidemment, pour ma dépression, mon mal-être, ces choses-là. Simplement pour le trip. Pour le fun, ben oui. Pour le plaisir. Ça revient assez souvent. Et je dirais pour le coping, donc des émotions négatives, des situations négatives. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup dans la littérature. Donc, bien évidemment, tout ça est influencé, comme je disais, là, par l'industrie, puis notre environnement, je dirais, socio-culturel. Mm-hmm. Ouais. Puis là, on peut se poser la question de toutes ces motivations-là, des bénéfices qui sont allégués. Bon, ben, ce sont des données qui sont surtout, dites observationnelles, auto-rapportées. C'est super intéressant pour venir générer des questions de recherche puis se demander, est-ce que c'est vraiment le microdosage qui vient mener à ces effets, l'amélioration de l'humeur, sentiment de bien-être, diminution de symptômes de santé mentale, amélioration des processus cognitifs? Ce sont tous des choses qu'on souhaite, qu'on souhaiterait atteindre, mais est-ce que c'est vraiment le microdosage qui est responsable de ces effets-là? Puis, là, Kev et moi, on pourra s'obstiner longtemps, mais c'est certain que des études observationnelles, ça va amener ces questionnements-là, mais c'est pas nécessairement ça qui va nous permettre d'établir est-ce que c'est réellement le microdosage qui est en cause, est-ce qu'il y a d'autres facteurs, est-ce que le contexte va avoir une influence, c'est fait dans un party versus tout seul dans son sous-sol, est-ce que les gens qui en prennent et qui ont rapporté ces bénéfices-là, est-ce qu'ils prennent des médicaments, est-ce qu'il y a un effet d'anticipation? Donc, si je consomme la molécule, puis là, je me dis, je le sais que là, Kev, il en a consommé hier en ski, puis il m'a dit que ça a été la meilleure ride de ski de sa vie. C'est certain que moi, j'ai un effet d'anticipation. Et la recherche, c'est tellement le fun. On a un certain type d'études qui permet de venir un peu mieux répondre à ces questions-là. Puis ce sont les études cliniques randomisées avec un placebo. Donc, ça va être une molécule qui ne contient pas la substance active, mais qui va quand même faire en sorte que la personne a l'impression de recevoir quelque chose. Si on donne je vais donner un exemple, par exemple. Mettons qu'on veut tester, je sais pas, moi, l'efficacité d'un vaccin. Bon, on le fait pas de manière éthique, là, c'est pas comme ça qu'on fait, là, mais hypothétiquement parlant ici, là, ce qu'on pourrait conceptualiser comme un vaccin placebo, ça pourrait être l'injection d'une solution saline. Oui. Okay? De l'eau puis du sel, il y a rien. C'est de l'eau puis du sel, en fait, dans cette injection-là, versus dans le vaccin qui contient justement les substances qui vont stimuler notre immunité face à un pathogène quelconque. Puis un autre aspect important dans la recherche, particulièrement pour le microdosage, où l'effet d'anticipation semble être vraiment important, c'est l'aspect d'être en aveugle. Donc, on reçoit chacun une pilule, puis toi et moi, il ne faudrait pas qu'on soit capable de distinguer est-ce qu'on a un placebo ou on a des champignons magiques. Puis même à double insu, c'est-à-dire que le chercheur, donc disons le professeur Rouillard est là, lui non plus, il ne sait pas ce que toi et moi on reçoit. Il y a des cas. Même à triple insu, parce que la personne qui fait les analyses, qui est moi, hein, elle ne doit pas savoir elle aussi. Exactement. Puis quand on regarde les écrits scientifiques par rapport à ça, il y a beaucoup justement de données observationnelles et tout ça, mais ce type d'études-là, il n'y en a pas encore beaucoup. Puis j'en ai trouvé quelques-unes qui se sont penchées sur des effets liés à la créativité, au bien-être, l'humeur, les fonctions émotionnelles et même certaines fonctions cognitives. Puis, la majorité, j'en ai 3 devant moi présentement, elles ont été réalisées principalement chez des jeunes adultes, donc qui ont 18 et 35 ans. J'en ai une qui a été faite avec de la psilocybine, donc ce qu'on retrouve dans les champignons magiques, et une autre avec du LSD, et ça, il y avait un placebo. Puis, en ce qui a trait à la créativité et au bien-être, qui était quelque chose qui était quand même très évoqué, notamment par les employés de Silicon Valley qui, ont quand même une certaine pression d'être performants, je crois, un petit peu. Voyons, ils font de la trottinette toute la journée. C'est sûr, c'est comme ça qu'on a nos téléphones. Donc, dans cette étude-ci, il y avait à peu près une trentaine de participants, des hommes et des femmes, quand même à ratio égal. Et un truc que j'ai trouvé intéressant, c'était que pour être éligible à participer à cette étude-ci, puis dans d'autres également, il fallait déjà avoir une expérience antérieure avec le microdosage. Donc, moi, ça m'a un peu soulevé la question, est-ce qu'il y a déjà un peu un biais de, si j'ai déjà microdosé, en quelque part, j'ai déjà une espèce de biais de peut-être me dire que c'est quelque chose de bénéfique ou une curiosité. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Kev? Moi, j'irais plus loin que ça. En fait, je me dis qu'on est dans un monde où ces substances-là sont illicites. Ouais. Les gens qui ont un intérêt à consommer ou qui consomment ont probablement plaident déjà en faveur ou militent en faveur, justement, de régulations qui sont peut-être plus souples. Hein? Donc, c'est peut-être des gens, justement, quand on va leur poser la question, est-ce que vous ressentez des bénéfices?
ben c'est sûr qu'ils vont dire des trucs positifs parce qu'ils veulent qu'on bouge vers la légalité. Donc ça, c'est une des sources, je trouve, qui est très limite dans les études. Professeur Rouillard, je pense que vous vouliez ajouter là-dessus. Oui, il y a un biais additionnel. C'est que la personne qui aurait eu des mauvaises expériences ne voudra pas participer. Puis même ça, dans certaines études, c'était dans les critères que les personnes ayant eu des expériences négatives ne pouvaient pas participer. C'était d'emblée un critère d'exclusion. Donc ça, on y reviendra. Puis dans cette étude-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné de la psilocybine. Et le placebo, ça m'avait bien fait rire quand je l'ai lu, mais ils ont donné en fait des champignons réguliers, comme on trouverait à l'épicerie. Une bonne barquette de champignons de Paris. Exactement. La bonne chose que tu veux faire pour un risotto sans que ça finisse d'une drôle de façon, qui était également séché, donc à poids égal. Et avec les différentes mesures qu'ils ont faites, donc différents tests, des questionnaires, etc., même les niveaux d'activité physique, les mesures de santé mentale et de bien-être, il n'y a aucune différence significative qui a été observée. Puis ça, c'est une étude qui a été faite sur quelques semaines. Donc, aucune différence significative entre les groupes. Une autre étude qui avait un devis très similaire, mais là, cette fois, c'était de la LSD à différentes doses. Mais là, on est encore dans l'ordre de microgrammes. Donc, ce sont des très petites doses qui s'est davantage penchée sur les effets au niveau de l'humeur, les fonctions émotionnelles et la cognition. N'a encore une fois pas vu de différence par rapport au placebo. Et quelque chose qui est assez particulier, en fait, c'était que initialement, ça a été fait en aveugle, mais près de 70% des participants ont été capables d'identifier qu'ils avaient reçu la drogue. Donc, on vient un peu briser l'aspect d'insu. Parce que l'idée de comparer, tu sais, dans ces études-là, c'est de comparer un groupe qui reçoit le placebo à un groupe traitement. Il faut le spécifier. Hein? Donc, si tu sais ce que tu as reçu comme traitement, ce que tu vas répondre à la fin risque peut-être d'être erroné. Parce que si tu reçois un placebo, tu vas dire, j'ai pas eu d'effet. Si tu le sais que tu as reçu un placebo. Oui, exactement. Tu as comme les Docteur Rouillard, là, j'ai vu le flash dans vos yeux. Là, c'est parce qu'aussi, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un placebo ou quel pourrait être l'effet placebo. Un placebo, en principe, c'est une substance inactive, mais que la personne, elle pense que cette substance inactive-là, elle reçoit en fait la substance active. Mais en réalité, cette substance inactive peut avoir des effets physiologiques. Donc, l'effet placebo, il y a des caractéristiques physiologiques qui sont identifiées de certains effets placebo. Donc, ça ne veut pas dire que ta substance inactive n'a pas d'effet. Elle a un effet qui est semblable à l'autre. Justement, tout à l'heure, tu mentionnais, la personne s'attend à avoir telle drogue. Elle se prépare. Elle prépare son organisme. Puis si elle a déjà une expérience de la drogue, elle sait quels sont les effets qu'elle va ressentir et elle se prépare. Donc, ça, c'est l'effet placebo. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir qu'il peut y avoir vraiment un effet physiologique, là, biologique, mesurable avec un effet placebo, au-delà d'être seulement une perception. C'est ça. Il y a des effets physiologiques mesurables avec des différents placebos. Et c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que dans tout médicament qu'on prend, il y a une partie de l'effet qui est l'effet placebo. Oui. J'ai mal à la tête, je prends un Advil, je le sais que l'Advil va me soulager. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je prépare mon organisme à. Oui. OK? C'est fascinant. Est-ce que dans les études que tu as regardées, que tu viens tout juste de mentionner, eux, ils concluent un peu dans le sens de ce que le professeur Rouillard dit, en disant il y a un effet placebo. Est-ce qu'il est physiologique? Est-ce qu'il est au niveau de la perception? Je suis contente que tu amènes la question parce qu'il y en a une que j'ai trouvée vraiment intéressante où ils ont fait une sous-analyse où ils ont été regardés. Bon, c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes effets. Donc, il y en a qui vont avoir eu peut-être une amélioration au niveau de l'humeur, de la créativité et tout ça. Mais là, ce qu'on voit, c'était que l'amélioration est pas différente du groupe placebo par rapport à celui qui a reçu le psychédélique. Mais dans ceux qui ont eu des améliorations étaient ceux qui avaient été capables d'identifier qui avaient reçu la drogue et dans le groupe placebo, ceux qui pensaient l'avoir reçu. Donc, mais ça, encore une fois, ça demande de le mesurer parce que les attentes, est-ce que la personne l'identifie ou non? Donc ça, j'avais vraiment trouvé ça fascinant. Puis, une autre limite aussi qui était quand même assez intéressante quand on essaie de comprendre l'effet de substances psychédéliques, les participants étaient souvent, malgré tout, autorisés à continuer de fumer, boire du café avant, pendant et après les sessions de microdosage. Donc, la nicotine, la caféine, ce sont des substances qui vont avoir un effet au niveau de notre bien-être, de notre concentration. Donc là, encore une fois, ça vient également brouiller les cartes par rapport à ça. Donc, l'effet des attentes n'est pas...
Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir aussi peut-être des explications alternatives aux effets qui sont perçus. Exactement. C'est exactement ça. Puis, c'est pas dans toutes les études aussi où il y avait des mesures objectives au niveau de, est-ce qu'il y a vraiment eu... est-ce qu'on est capable de détecter la drogue dans le plasma? Donc, plus d'avantages au niveau de la pharmacocinétique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Puis ça, c'est probablement quelque chose que le professeur Rouillard pourra commenter davantage. Donc, pour un peu conclure sur... Oui, allez-y. Il y aurait peut-être un autre élément. Une des faiblesses de ces études-là, on n'a pas mesuré où se situaient les personnes avant de recevoir. Oui. OK? Par exemple, juste parler de l'humeur. Si j'ai déjà mon humeur est correcte, je suis de bonne humeur, si tout va bien, améliorer cette humeur-là, c'est difficile. Mm-hmm. Par contre, j'arrive un matin, je suis déprimé, etc. Avoir une augmentation de mon humeur ou une amélioration de mon humeur, c'est plus facile. Mm-hmm. OK? Donc, il faut voir aussi où on part et où on va. Exactement. Okay? Et c'est une des faiblesses de ces études-là où on n'a pas mesuré cet aspect-là. C'est intéressant. Donc, en termes de bénéfices, Myriam, si tu veux me faire un gros wrap-up, est-ce qu'il y a des bénéfices qui sont démontrés? Est-ce qu'on est certain de certaines choses? Bien, de ce qu'on voit présentement, puis ça, c'est en ayant en tête les limites qu'on a exposées, les bénéfices observés ne semblent pas être supérieurs au placebo. Donc, en date de ce qu'on a aujourd'hui, ça semble être pas mal ce qui ressort. Est-ce que ça veut dire que les expériences rapportées, vécues, sont invalides ou moins bonnes? Pas du tout. C'est des données qui demeurent super importantes, mais est-ce que le microdosage va venir systématiquement augmenter la créativité, le bien-être, améliorer l'humeur? Pas plus qu'une substance inactive de ce qu'on a présentement. C'est vraiment intéressant. Ça va définitivement prendre plus d'études pour étudier ces choses-là, avec plus de rigueur, de ce que je comprends des limites expliquées par toi, Myriam, et par professeur Rouillard, bien sûr. Ce qui nous amène à clore sur les bénéfices, mais y a-t-il des risques? Oui, bien, on parle beaucoup justement de bénéfices, on s'intéresse à ça, mais évidemment qu'on parle de drogue, on veut voir qu'est-ce qui se passe au niveau des risques. Puis, tu sais, moi, je te mentionnais par exemple que, j'ai jamais été vers les drogues parce que dans ma famille, il y a un historique de schizophrénie. Donc, est-ce que je serais une population à risque pour le microdosage? C'est une bonne question, puis je vais y venir, OK, mais je vais construire dans mes risques parce que moi, je viens de la santé publique. Mm-hmm. Je viens de la santé publique. Donc, une des choses qu'il faut garder en tête, c'est que ça demeure des drogues qui sont psychoactives. Oui. OK? Donc, quand on parle de psychoactivité, là, on parle, dans ce cas-ci, du moins pour LSD et psilocybine, qui sont les plus fréquemment utilisés, on parle quand même d'altération de nos sens, des perceptions. Donc, on a une dissonance au niveau auditif, visuel, on hallucine des choses. Mm-hmm. Là, à savoir, est-ce que c'est le cas pour le microdosing, le microdosage? Ce n'est pas clair parce que, avec mes discussions de Dr. Rouillard précédemment, on en a convenu qu'une grande majorité des gens vont probablement ressentir pas ou peu d'effets avec le microdosage, mais il reste néanmoins, qu'à cause de la variabilité individuelle face aux drogues qu'on expliquait plus tôt, il reste néanmoins qu'il y a une faible partie de la population qui risque d'expérimenter. C'est le bon mot en français? Oui, bien, expériencer. De ressentir des effets négatifs, justement, donc de percevoir cette altération-là des sens, de nos perceptions. Et moi, d'un point de vue de santé publique, je me questionne un peu, tu sais, je veux dire, on a mis des limites, par exemple, sur la consommation d'alcool. On est à 0,08. Mais des fois, moi, il y a ce chauffe dans le ballon, je suis à 0,05. Je me sens pas à l'aise nécessairement de conduire. Mm-hmm. Puis avec le microdosage, tu microdoses dans ta journée, je sais pas, ça dépend de ton régime. Peut-être que tu microdoses 3 fois dans ta journée, peut-être une fois ou 3 jours, tout dépendant. Il y a beaucoup de facteurs qui changent d'un individu à l'autre. Est-ce qu'à un certain moment, ça se peut que ta pensée, ta raison, tes habiletés en conduite, par exemple, ne soient pas là? Mm-hmm. Tu peux se poser danger à autrui? Pas juste à toi-même, mais à autrui aussi. Donc, moi, d'un point de vue de santé publique, ça demeure des drogues psychoactives. On ne le sait pas au niveau du microdosage. Est-ce que ça peut avoir des répercussions très négatives en ce sens, comme consommer beaucoup de cannabis ou consommer de l'alcool? Mais c'est quelque chose que je voulais apporter. Puis tu me fais penser aussi, dans une étude que j'avais vue où il y avait listé les bénéfices ressentis par les participants puis les effets négatifs que certains avaient observés, on dirait que c'était quasiment un copier-coller les deux tableaux. Donc, il y en a certains qui avaient vu une amélioration de leur stress, de leur anxiété, exact, plus de créativité, et d'autres gens qui avaient au contraire vu une augmentation du stress et de l'anxiété, et pourtant 2 personnes qui ont reçu la même dose dans des conditions relativement similaires. Absolument, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qu'on fait dans ces études-là, souvent, c'est qu'on va faire des statistiques qu'on dit populationnelles.
des statistiques qui sont de groupe. Donc, en moyenne, les gens ont ressenti ça. En moyenne, les gens ont ressenti ça. En moyenne, les gens ont rapporté ça. Okay? C'est ce qu'on fait en pratique. Mais lorsqu'on regarde au niveau individuel, il y a des effets qu'on va dire bidirectionnels. Pour certains individus, suivant une expérience de microdosage, leur anxiété va augmenter. Pour d'autres, leur anxiété va diminuer. Puis encore là, on est dans, on disait, c'est peut-être une question de perception, c'est peut-être même pas un effet biologique, on ne sait pas. C'est pas clair pour le moment. Donc oui, c'est un super bon point que tu apportes. Au niveau populationnel, tout de même, il y a quand même des risques qui ont été, pas démontrés, mais proposés, suggérés par la littérature. Il y en a un, bien évidemment, c'est le bad trip. Ouais. Okay. On ne le sait pas au niveau du microdosage parce que, comme on dit, c'est des doses qui sont supra-optimales, sous-thérapeutiques. Ce n'est pas des grosses doses. Hein. C'est des doses qui, généralement, ne vont pas mener à des effets très grands. Mais reste néanmoins, comme on disait, c'est des drogues psychoactives qui, peut-être, au cumul, pourraient mener à des expériences négatives, générant de l'angoisse, de la peur, même de la panique, de la paranoïa, dans certains cas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'on le sait que ça arrive avec des plus grandes doses de ces psychédéliques-là. Donc, reste néanmoins, puis j'aimerais entendre le Dr Rouillard là-dessus un peu plus tard, il semblerait que c'est une drogue à faible potentiel de dépendance physique. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Puis aussi, ça a un faible potentiel de surdose. Donc, c'est quelque chose, moi, je m'attendais à autre chose. Quand j'ai creusé la littérature, je me suis dit, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine dose, un certain seuil qui va être toxique, puis tu prends ça, puis t'es capoute. Semblerait pas, mais on va pouvoir peut-être détailler un peu plus ultimement. Tu me parlais tout à l'heure, certaines populations vulnérables. Ouais. Donc, c'est certain, les gens qui souffrent de bipolarité ou de schizophrénie semblerait qu'ils seraient plus à risque de psychose ou de manie. Parce que tu me dis, c'est de pas me faire un spaghetti avec des champignons magiques. Oui, parce que effectivement, donc les populations qui sont plus à risque, qui ont des antécédents soit familiaux ou des antécédents personnels de ces troubles, effectivement, ne devraient pas consommer ces substances-là. C'est pas trop clair pour le microdosage, encore une fois, mais il y a quand même des rapports de cas, donc des études de cas où il y a des psychiatres qui ont observé ces choses-là dans ces populations-là. Donc, à prendre avec un grain de sel tout de même, parce que faut savoir que le risque de bipolarité ou schizophrénie dans la population générale est relativement faible. On parle d'à peu près moins d'1% de la population qui vont faire ces épisodes-là dans la vie. Hein. Donc, au niveau du risque de psychose ou de manie, ça demeure relativement faible. Il y a quelque chose d'intéressant qui est plus de l'ordre physique. Hein? On n'a pas parlé du mode d'action tout à l'heure, hein, de ces drogues-là sur les récepteurs à la sérotonine. Puis on va essayer de détailler un petit peu plus avec le professeur Rouillard plus tard. Mais il y a des rapports de cas de dysfonction des valves cardiaques. Hein? Donc les petites valves qui s'ouvrent et qui se ferment pour contrôler le flux sanguin. Okay, donc, il y a des rapports de ça qui existent, possiblement par justement une influence, une modulation des récepteurs à la sérotonine. En tout cas, bref, ça a été rapporté. Encore là, ce n'est pas très clair. Ça demeure des substances aussi qui ont une influence sur le rythme cardiaque et la pression. Oui, ça, on a vu sur l'augmentation de la pression. Oui, une des raisons, c'est que ça va faire de la vasoconstriction. Hein? Donc, vasoconstriction, basically, là, ça, c'est tes vaisseaux sanguins. Vasoconstriction, le vaisseau sanguin va devenir plus petit. Donc, on va créer plus de pression sur les parois. Le cœur va être capable d'éjecter un moins grand volume de sang, etc. C'est mécanique. Hein? Donc, il y a un plus petit tuyau pour faire circuler le sang. Donc, il va faire augmenter la pression. Donc, ce qu'on suggère quand même, c'est que pour les gens qui ont des troubles cardiaques, maladie du cœur, de ne pas consommer ces substances-là, même en microdosing, parce que c'est le principe de précaution. On ne le sait pas. Ça n'a pas été étudié beaucoup encore. Puis est-ce que le risque en vaut la chandelle? Des fois, c'est ça, c'est qu'il y a un risque, OK, une présence d'anxiété, de dépression, et même si ça pourrait avoir une amélioration petite. Je pense que c'est une question personnelle qu'il faut se poser. Garder tout le temps dans un contexte collectif, à savoir quel impact on peut avoir sur notre entourage, bien évidemment. Mais au niveau du principe de précaution, je dirais quand même que les gens qui souffrent de maladies cardiaques, on parle d'à peu près 10% de la population canadienne, devraient s'abstenir de s'exposer à ces substances-là. Là, après, il y a...
Ça finit, Myriam. Non, ma liste est longue, là, mais c'est parce que je suis épidémiologiste. Hein, je vais m'assurer de bien transmettre les incertitudes face à ces choses-là. On est quand même dans des faibles risques pour le moment. Il y a des rapports de cas que ça pourrait stimuler justement l'activité cérébrale, puis ça pourrait mener à des crises épileptiques. C'est pas clair, c'est pas démontré encore. Il y a des inconforts physiques aussi qui viennent avec l'ingestion, par exemple, des champignons magiques. Hein, donc, on voit ça fréquemment, des maux gastro-intestinaux. Ballonnement, ces choses-là qui viennent après l'utilisation. Avec le microdosage, encore une fois, on dit que c'est la dose qui fait le poison. Hein? Donc, ce n'est pas clair si ça mène à ces inconforts-là, mais il y a des rapports de ça tout de même dans la littérature. Puis, une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, puis je vais vouloir qu'on en discute davantage avec le professeur Rouillard, c'est le syndrome sérotoninergique. OK? Basically, ce qui arrive, c'est que c'est un build-up de sérotonine. Donc, la sérotonine, veux-tu rappeler? Oui, l'hormone du bonheur. Oui. OK, c'est ce qu'on dit. C'est un neurotransmetteur, en fait, puis c'est un des neurotransmetteurs qui permet d'activer certaines régions synaptiques, là, puis de faire en sorte que l'électricité dans notre corps va circuler. Parce que moi, je vois le cerveau puis le réseau de nerfs dans notre corps comme Hydro-Québec. Hein, donc, la centrale est en haut, puis les neurotransmetteurs avec les neurones là, qui agissent ensemble, c'est des barrages hydroélectriques. Hein, puis quand on ouvre le barrage, on fait passer les neurotransmetteurs, puis là, on fait passer un courant, puis là, ça va avoir un effet quelque part, physiologique. Là, je résume vraiment brièvement. Là, tout à l'heure, le professeur Rouillard pourra rentrer plus dans les détails. Mais le syndrome sérotoninergique serait dû peut-être à une interaction médicamenteuse avec des médicaments qui agissent sur les récepteurs à la sérotonine. Parce que les psychédéliques dont on fait mention agissent aussi sur les récepteurs à la sérotonine. Donc, il y aurait une sorte d'accumulation de sérotonine qui pourrait se produire. Et ça pourrait mener à ce syndrome-là qui, supposément, je parlais à des cliniciens, très difficile à diagnostiquer parce qu'il y a une pléthore d'effets qui peuvent survenir, puis ils ne sont pas nécessairement spécifiques, ces effets-là. C'est plein d'effets qui peuvent arriver suivant ça. Ça reste que, moi, ça m'inquiète parce qu'on sait que dans la population canadienne, à peu près 7% de la population canadienne a recours à des antidépresseurs. Oui. C'est non négligeable. C'est non négligeable. À savoir, est-ce que le microdosage pourrait créer ce syndrome-là? Professeur Rouillard, vous en pensez quoi? Le syndrome sérotoninergique, c'est un syndrome qui est dangereux. Est vraiment dangereux. Puis les principaux symptômes, je vais y aller très rapidement, c'est de la confusion. Ensuite, il y a des symptômes moteurs et il y a de l'hyperthermie. OK? Et ça doit être traité. Ce syndrome-là peut être induit par un excès de sérotonine ou de médicaments sérotoninergiques, mais aussi ça peut être induit par des médicaments sérotoninergiques en combinaison avec certains aliments ou ces choses-là. Ces aliments-là vont augmenter le précurseur de la sérotonine. Donc, est-ce que les psychédéliques en microdose peuvent induire le syndrome sérotoninergique? C'est difficile à dire. Par contre, il y a des individus qui sont peut-être prédisposés à ce type de choses-là. Et ça, on n'est pas capable de les identifier avant. C'est le danger de ça. On pourrait avoir un individu qui est tout à fait normal, mais il est juste à la limite. Puis là, le petit ajout du psychédélique qui agit sur la sérotonine pourrait engendrer. Mais ça, c'est tout à fait hypothétique et il n'y a rien là, dans la littérature qui nous indique que c'est ça présentement. Mais je pense que l'aspect intéressant, vous l'avez mentionné, c'est qu'une bonne partie de la population présentement consomme des drogues sérotoninergiques. Donc, de ce côté-là, c'est certainement, faut être prudent. Tout à fait. Intéressant. Oui. Hey, Myriam, c'est ce qui fait le tour pour moi des risques. Oui. Eh bien, écoute, là, on a énuméré un peu, d'où ça vient, pourquoi les gens consomment. On a brièvement touché le mode d'action, mais ça, on va y revenir tantôt. Là, avant de lancer toutes nos questions à professeur Rouillard, parce qu'on en a beaucoup. Et moi, ça bouillonne dans mon parti. Moi aussi, on en a beaucoup parlé, mais qu'est-ce qu'on pourrait conclure sommairement de qu'est-ce qu'on sait à ce jour de l'état de la science sur les bénéfices par rapport aux risques? Mais si on regarde l'ensemble des études, je dirais qu'il y a beaucoup de limites aux études actuelles. Ouais. Il y a beaucoup de barrières aussi à la recherche qui commencent à s'assouplir. Donc, je crois qu'avec le temps, on va en savoir plus. Donc, pour le moment, les bénéfices ne sont pas démontrés en termes de microdosage de psychédéliques. Je dirais qu'au niveau des risques, bien qu'ils soient faibles,
il y a des risques qui sont existants et non négligeables. Puis il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à notre connaissance des risques. Mm-hmm. Donc, au-delà, oui, ce qu'on sait que ça pourrait causer, mais également toute la zone grise qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça pourrait amener. Effectivement. Donc, je dirais, ça va prendre plus d'études, des études plus rigoureuses, avec des meilleurs placebos, un meilleur contrôle des doses, avec des individus qui sont plus représentatifs de l'ensemble de la population, pour qu'on ait une meilleure idée, justement, de la sécurité puis des effets réels du microdosage de psychédéliques. Puis, avant de clore puis de passer à professeur Rouillard, j'aimerais dire que c'est pas la première fois dans l'histoire là, qu'on voit une pilule miracle apparaître. Hein? Puis là, on parle de ces psychédéliques-là en microdosage, puis là, on leur associe des potentiels bénéfices multiples qui vont du mal de tête à l'humeur, beaucoup de trucs psychologiques, mais aussi beaucoup de trucs physiques. L'être humain est très complexe. Ouais. Très complexe. Et je dirais qu'il faut se méfier des solutions simples à des problèmes complexes. C'est pas la première fois que je le dis sur un podcast, mais je vais le répéter. Oui. Puis je pense qu'il y a une chose aussi importante, c'est important de ne pas tasser du revers de la main les expériences vécues par les gens. Ça, on fait de la recherche parce que les gens nous amènent leurs questionnements, leur expérience sur le terrain, mais afin d'émettre des recommandations, de réellement savoir s'il y a un bénéfice, bien, c'est là où ça prend le travail qu'on fait en recherche pour venir décortiquer. Absolument. Professeur Rouillard, vous voulez rajouter sur cette clôture? Un des risques qu'on est en train d'oublier également, puis qui va être drôlement important, c'est la consommation, ou par exemple, la consommation de psychédéliques en microdose et son effet possible au moment au travail. Oui. Par exemple, tout à l'heure, j'ai bien aimé l'exemple que tu nous as donné par rapport à l'alcool. Ouais. Si tu es à 0,5 puis tu penses que tu te sens t'es parfait pour conduire, tu ne ressens pas. Mais si, par exemple, je prenais un test tout à fait relativement simple, mesurer ton temps de réaction serait diminué. OK? Même si tu ne le ressens pas. Donc, il pourrait arriver, si on consomme des psychédéliques en microdose, on arrive au travail, puis on a certains effets qu'on ne sent pas, mais qui sont là. Par exemple, les psychédéliques, ce sont des perturbateurs et des hallucinogènes. Perturbateurs, ça modifie nos perceptions. Perception, il y a certains métiers où la perception est extrêmement importante. Exemple, je vais vous donner l'exemple d'un grutier. Mm-hmm. Un grutier manipule avec des petits joysticks. Il manipule des fois des tonnes au bout de sa grue. S'il a consommé un perturbateur, un psychédélique le matin, je ne voudrais pas être la personne qui est en bas d'une charge de peut-être 50 000 livres que la personne manipule puis qui a consommé une drogue qui va perturber ses sensations. Et justement, par rapport à la pharmacocinétique, pouvez-vous nous parler un peu justement quand une personne consomme un psychédélique, à quel moment est-ce que ça commence à faire effet? Combien de temps ça dure de façon générale? Disons qu'on se concentre sur le LSD, la psilocybine, qui sont les plus utilisés en microdosage. Tout va dépendre pour ça va prendre combien de temps avant que l'effet apparaisse. Souvent, ça va dépendre de la substance et également de la voie d'administration. Mm-hmm. Si on la prend intraveineuse, habituellement, la voie est très rapide. Mais du microdosing, on ne fera pas ça intraveineux. Non, c'est pas on va le faire oral. Donc là, on va parler de 25-30 minutes, aller peut-être jusqu'à 45 minutes, 1 heure, avant qu'on puisse ressentir un effet ou qu'on mesure, des effets physiologiques de la drogue. Et pourquoi? Ben, c'est simple à comprendre. Si on la prend intraveineuse, elle rentre dans le sang, puis ça va direct au cerveau. Si on la prend orale, elle doit passer à travers l'estomac. Une bonne partie de cette drogue-là va être détruite dans l'estomac. Ouais. Ensuite, elle passe dans l'intestin, et à partir de l'intestin, elle va dans la circulation sanguine pour ensuite se rendre au cerveau. Donc, il y a déjà une partie de la drogue qui est perdue et il y a un temps relativement important qui est passé avant que cette drogue-là se rende au cerveau. La durée de l'effet. La durée de l'effet, par exemple, on appelle tous ces paramètres-là cinétiques de la consommation de drogue, on appelle ça de la pharmacocinétique. On connaît bien la pharmacocinétique. Bon, non, je veux dire, on connaît un peu la pharmacocinétique de ces psychédéliques-là, LSD et psilocybine, lorsqu'ils sont consommés à des doses soit thérapeutiques ou récréationnelles. Est-ce que la pharmacocinétique est la même si on prend une microdose? Mm-hmm. D'après moi, elle est différente, justement parce qu'on la prend orale, elle va passer dans l'estomac, on a une microdose, il y en a une partie qui va être détruite, laquelle qui va passer
quelle proportion va passer dans le sang, il va se rendre au cerveau. Un autre phénomène qu'on oublie souvent, certaines de ces drogues-là sont liposolubles, donc ils vont aller disparaître de la circulation pour s'emmagasiner dans les graisses, etc. Donc, il y a tous ces phénomènes-là qu'on connaît plus ou moins. Mais en général, si on se fie à la pharmacocinétique habituelle de ces qu'on connaît avec les doses qui ont été mesurées, là, soit des doses thérapeutiques ou récréationnelles, bien, c'est la durée le temps avant que l'effet commence, c'est quelques minutes, disons, aller jusqu'à 1 heure, et ça va durer quelques heures. Quand on parle de quelques heures, on est dans un range de 5 à 6 heures, ou 3 à 6 heures, on pourrait dire 3 à 7 heures. Quand même. Oui. Donc, ça vient, si on prend ça à 7 heures le matin, puis on est sur une grue en après-midi, il y a de fortes chances. Oui, par contre, il faut voir quelle quantité on a pris. Ouais. Par exemple, je vous donne l'exemple simple, l'alcool. Ouais. Vous allez prendre une consommation d'alcool, il y a un certain pourcentage d'alcool, vous en prenez juste une. Mais au bout d'une heure, l'organisme a éliminé cette consommation-là. Vous en prenez, dans 1 heure, vous en prenez 3, bien, ça va prendre plus de temps pour l'éliminer. Donc, c'est la même chose pour les psychédéliques. Si vous le consommez de façon répétée, il y a une certaine accumulation qui va se faire. Donc, la pharmacocinétique risque de changer. Et c'est de là, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, quel régime d'administration on prend. Là, ça va avoir un effet très important également. Oui, effectivement, parce que si on consomme aux 3 jours ou à tous les jours ou 3 fois par jour, ça change effectivement les différents effets qu'on peut ressentir. D'ailleurs, on parle de dose, on parle des effets, mais est-ce qu'il y a une certaine tolérance qui peut se construire face dans le microdosage? Est-ce qu'on s'habitue? Dans toutes les drogues, il y a un effet de tolérance. OK? Qu'est-ce qu'on entend par tolérance? Tolérance, c'est que, par exemple, je consomme une drogue, une dose X de la drogue Y. Donc, j'ai un effet qui est mesurable. Disons que cet effet-là est ça. Si je la consomme de façon répétée, mon organisme va s'habituer. C'est-à-dire que mon foie va métaboliser plus facilement la drogue. Mes récepteurs au niveau du cerveau vont se désensibiliser, qui va faire qu'après un certain temps, par exemple, l'effet a diminué. Donc, avec cette même dose-là, j'ai un effet peut-être de 50, 75. Ça, c'est de la tolérance. Pour toutes les drogues, il y a de la tolérance. Pour certaines drogues, la tolérance est faible. Pour d'autres drogues, la tolérance est très forte. Exemple, les opioïdes. Les opioïdes, la tolérance, ça peut être 300 fois. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre 300 fois la dose initiale pour avoir le même effet. Bon. Vous êtes obligé de prendre une dose qui serait mortelle pour un individu normal. Vous pouvez consommer ça et vous devez consommer ça pour avoir l'effet que vous aviez au début. Wow. C'est drôlement important. Qu'est-ce qu'il y en est de la tolérance aux psychédéliques? On ne la connaît pas beaucoup. Puis encore moins au microdosage. Encore moins au microdosage, parce que là, on est dans un autre phénomène, etc. Un autre phénomène important qu'on connaît peu, par exemple, on parle du LSD. Oui, le LSD va se rendre facilement au cerveau. La psilocybine, il y a certaines indications que la psilocybine elle-même se rend plus difficilement au cerveau. C'est plutôt le métabolite de la psilocybine qui va se rendre au cerveau, la psilocine. OK? Donc, c'est toutes ces choses-là, vous voyez, ça fait beaucoup de paramètres qui vont créer des différences interindividuelles, des différences selon le mode de consommation qu'on a, etc., dans l'humeur qu'on est, etc. Il y a plein de caractéristiques aussi. Tu sais, je veux dire, on est tous différents comme êtres humains. Hein, en termes de poids, on parlait de molécules qui sont liposolubles, là, tu sais, qui vont se perdre dans le gras, grosso modo. Qui ont besoin de gras pour être si on a plus de gras, moins de gras, ça va changer l'absorption, l'efficacité, le métabolisme, probablement, de ces drogues-là. L'efficacité, le métabolisme, c'est un bel exemple. Ces drogues-là sont métabolisées au niveau du foie. Il y a certains individus, par exemple, qui ont des différences génétiques au niveau des enzymes qui métabolisent ces drogues-là. Certains vont les métaboliser plus rapidement, comme c'est le cas pour l'alcool, puis d'autres vont métaboliser moins rapidement. Fait que la même quantité prise par deux individus différents va donner 2 effets différents. Absolument. OK? Donc, il y a plein de facteurs et de caractéristiques à prendre en compte. Hein. Puis une fois que ça se rend au cerveau, je serais curieuse de vous entendre de votre expertise en neurosciences, justement, de ce qu'on sait du mode d'action. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, justement, que parfois certaines personnes vont ressentir une diminution du stress, une augmentation de la créativité? Donc, une fois que la psilocybine, le LSD s'est rendu au cerveau, qu'est-ce qui se passe concrètement et comment ça peut nous aider à en fait, peut-être designer des meilleures études pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe?
Ces drogues-là, en fait, ce sont des psychédéliques, on va dire, qui vont agir sur la sérotonine. OK? Vous avez mentionné tantôt dans mon expertise que je vais travailler sur la dopamine. J'ai également travaillé beaucoup sur la sérotonine. Puis c'est drôlement intéressant parce que la sérotonine est probablement le neurotransmetteur qui a la pharmacologie la plus complexe. OK. Il y a 14 sous-types de récepteurs de la sérotonine. Wow. J'en connais 3. Puis ces sous-types-là, là, par exemple, dépendant de la drogue sur quel sous-type elle va agir, va donner des effets. Exemple, pourquoi les psychédéliques peuvent donner des hallucinations? C'est parce qu'on pense qu'ils agissent sur des récepteurs particuliers qui sont les 5-HT2A et 2C. Mais si on prend ces drogues-là, on va dire, par exemple, les psychédéliques, ça agit sur la sérotonine, mais ça agit sur presque tous les récepteurs sérotoninergiques. Ça agit également de façon moins forte sur des récepteurs dopaminergiques. Donc, à la fois, ça a des effets sur la sérotonine, ça a des effets sur la dopamine. Donc, l'effet global qui est ressenti par l'individu va dépendre de tous ces facteurs-là, de la combinaison des effets, par exemple, sur le récepteur 5-HT1A. Et 1A, il y en a sur les présynaptiques, c'est-à-dire sur les terminaisons nerveuses, puis il y en a d'autres sur le neurone en tant que tel, qui ont des effets totalement différents. Là, ça serait trop complexe de rentrer là-dedans. Mais le résultat final, c'est une action très, très complexe au niveau de la sérotonine et en même temps au niveau de d'autres neurotransmetteurs. Donc, c'est très, très difficile de dire qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du cerveau. Ce qui est intéressant pour la sérotonine, pourquoi agir sur la sérotonine pourrait nous donner des effets intéressants, par exemple la créativité, l'augmentation de l'humeur, etc. Parce que la sérotonine, c'est impliqué justement dans des fonctions comme ça. L'humeur, l'appétit, sensation de bien-être, etc. Et on a des récepteurs, différents types de récepteurs sérotoninergiques à peu près partout dans le cerveau. La sérotonine, on a des petites structures qui sécrètent de la sérotonine puis qui l'envoient partout dans le cerveau. Qu'est-ce qui différencie ces différentes structures-là? C'est les récepteurs qu'on a. Exemple, pourquoi le LSD peut donner des hallucinations visuelles? C'est parce qu'on a des récepteurs 5-HT2A, 2C au niveau du cortex occipital qui est responsable de la vision. Donc, c'est là où ça vient agir et c'est ça qui explique les hallucinations. C'est vraiment intéressant. Puis là, on est dans le cerveau. Hein? On parle des récepteurs dans le cerveau. Moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est y a-t-il des récepteurs à sérotonine ailleurs puis des effets que les drogues pourraient avoir ailleurs sur notre corps? Tu sais? Je pense à l'alcool, par exemple. Quand on passe métabolisme, élimination de l'alcool, on a des effets au foie. Hein? Puis on parle de foie gras puis éventuellement d'hépatite. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose? Puis 2, en restant dans le cerveau, est-ce que notre cerveau, il change? Plus on consomme? Première question. Est-ce qu'on a des récepteurs à la sérotonine ailleurs dans le cerveau? Oui. Et en particulier dans le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est un autre système qui, lui, contrôle notre respiration, notre rythme cardiaque, etc. Et, par exemple, dans notre cœur, il y a des fibres nerveuses qui arrivent. Dans nos poumons, il y a des fibres nerveuses qui sont responsables. Pourquoi on l'appelle système nerveux autonome? Parce qu'on n'a pas besoin de penser à faire fonctionner notre cœur, il fonctionne tout seul. La respiration, etc. Donc, il y a de la sérotonine là-dedans. Donc, si on prend une drogue sérotoninergique, ça va agir au niveau de ces terminaisons nerveuses-là. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de problèmes cardiaques. Donc, c'est des récepteurs 5-HT2B au niveau des valvules cardiaques qui pourraient être touchés. Par exemple, il y a eu des médicaments développés qui faisaient diminuer l'appétit. Les gens perdaient du poids. On a sorti ces médicaments-là du marché. Pourquoi? Ils agissaient au niveau des récepteurs 5-HT1B, provoquaient des problèmes des valvules cardiaques. OK? Donc, c'était à l'extérieur du cerveau. La deuxième chose, est-ce que notre cerveau peut changer? Notre cerveau est constamment en changement. OK? Quelle est la nature de ce changement-là? Il y a différentes composantes. Par exemple, les structures. Mon comportement est responsable et, en fait, est le résultat de l'activation de différentes structures. Si je bouge mon bras, c'est certaines structures qui envoient des commandes à mes muscles pour bouger, etc. Si je suis capable de penser à avoir des émotions, c'est d'autres structures. Okay. Il y a beaucoup de structures dans notre cerveau qui ont des fonctions particulières. Par exemple, je me nommais le système, le cortex occipital, donc le système visuel, etc. Donc, quand j'ai une drogue qui agit, quand j'envoie au cerveau qui
elle va agir au niveau de ces différentes structures-là. Il va y avoir différentes conséquences. Exemple, comme je vous disais, si elle agit au niveau des récepteurs 5-HT2A, 2C au niveau du cortex visuel, je peux avoir des hallucinations. Si elle agit au niveau de mon cortex qui est responsable des sensations, bien là, mes sensations vont être perturbées. C'est pour ça que j'appelle ça des perturbateurs. Mm-hmm. Est-ce qu'il peut y avoir des changements à la longue ou des changements suite à la consommation de ces drogues-là? Là, on parle de neuroplasticité. Oui, voulez-vous définir ce que c'est? Parce que c'est un buzzword, un mot qu'on entend beaucoup dans l'espace public, puis il a donc l'air sexy, mais qu'est-ce que c'est? Puis est-ce que c'est pertinent? Je vais vous faire une petite historique. Moi, j'ai commencé en neurosciences des années 1980. Et à ce moment-là, on vous disait... Le cerveau, par exemple, un enfant va venir à la naissance, il va avoir des milliards et des milliards de neurones. En passant, il y a à peu près une centaine de milliards de neurones dans le cerveau d'un adulte. Donc, on vient à la naissance avec un certain nombre de neurones, de cellules nerveuses, et ces cellules nerveuses-là font des multitudes, peut-être des milliers, des centaines de milliers de connexions pour chacun des neurones. En 1980, on vous aurait dit, et c'est ce qu'on enseignait, à mesure que la personne va évoluer, va vieillir, il y a des neurones qui vont mourir, puis des connexions qui vont disparaître, mais il n'y aura pas de nouveaux neurones, puis il n'y aura pas de nouvelles connexions. Les nouvelles connexions vont se faire un peu à l'enfance, etc., puis ça va être tout après. Maintenant, en 2024, on sait que le cerveau est beaucoup plus plastique que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, plastique? Ça veut dire que il y a des connexions qui se font, il y a des connexions qui se défont, il y a des neurones qui vont mourir, il y a peut-être la possibilité que de nouveaux neurones vont apparaître, exemple dans l'hippocampe. Mais ce qu'on sait, c'est que il peut y avoir des changements là, dans les connexions neuronales, il peut en avoir beaucoup, puis ça peut se faire très rapidement. Ça peut être des connexions ou des changements qui vont se faire rapidement, ça peut se faire lentement, ça peut être d'une durée relativement courte, comme ça peut être une durée des choses qui vont s'établir à long terme. Mais ça, toutes ces connaissances-là, on les a par rapport à ce qu'on fait chez l'animal. Ouais. Mais là, on est en train d'extrapoler tout ce qu'on fait chez l'animal pour l'amener chez l'humain. Est-ce que ça se passe exactement comme ça chez l'humain, etc.? C'est difficile à dire. Il faut tenir compte d'une affaire. Quand on étudie la neuroplasticité chez l'animal, on prend des animaux qui sont jeunes et en santé. Mm-hmm. OK? Donc, là, on est capable de voir des phénomènes, etc. La question qu'on se pose, et que la réponse n'est pas encore là, est-ce que tous ces mêmes phénomènes-là sont encore présents chez l'humain, l'adulte, etc.? Et il y a une autre forme de plasticité qu'on parle à peu près pas, mais que moi, je connais très bien parce que dans ma dernière partie de carrière de recherche, j'ai travaillé à savoir comment des gènes pouvaient manipuler des neurotransmetteurs ou même toutes les fonctions des neurotransmetteurs. Puis ce qu'on s'est aperçu, là, on a des gènes qui peuvent faire apparaître des connexions, qui peuvent faire apparaître des nouvelles protéines dans une cellule. Puis ça peut contrôler, par exemple, je travaillais sur la dopamine. On peut rendre le système dopaminergique hyper responsable, qui va répondre de façon hyperactive ou qui va répondre de façon hypoactive en contrôlant simplement 2 gènes. Donc, vous voyez, tout ce qui est neuroplasticité, là, je veux juste simplifier le tout, c'est qu'il y a une multitude de changements qui peuvent se passer dans le cerveau. Et ça peut être modulé par des neurotransmetteurs. Ça peut être modulé par d'autres facteurs. Par exemple, avec les psychédéliques, le LSD, la psilocybine, on parle que les effets sur la créativité, les effets sur l'augmentation de l'humeur, ce serait des nouvelles connexions. Il y a certaines évidences, et je vous dis, c'est des évidences préliminaires qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ces psychédéliques-là pourraient agir via un facteur de croissance qu'on a dans le cerveau, qui est spécifique au cerveau, qu'on appelle le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Mm-hmm. Il y a certaines études chez l'animal qui montrent que ces psychédéliques-là pourraient agir sur ce facteur de croissance-là, puis venir agir justement sur tout ce qu'on appelle neuroplasticité, formation de nouvelles connexions, ou simplement rendre des connexions qui étaient déjà là, les rendre plus efficaces, etc. Donc, vous voyez, il y a tout un genre de phénomène autour de ça.
Mais on le connaît très peu encore, ce phénomène-là. Il est fort intéressant. Drôlement intéressant, ce phénomène-là. Donc, si je comprends, tu sais, le microdosing, en fait, c'est pas clair si ça peut changer les différentes connexions. C'est pas clair encore si ça modifie les connexions dans notre cerveau, si ça rend plus accessible certaines parties de notre cerveau, etc., etc. C'est notre conscient versus l'inconscient. Là, on parlait de ça beaucoup en psychiatrie. Freud et tout qui dit qu'il faut accéder à notre inconscient pour justement les trucs qui sont réprimés, etc., etc. C'est pas clair, mais c'est un avenue de recherche drôlement intéressant. Mais il faut faire la recherche correctement. Ouais. Mais c'est un avenue de recherche très intéressante. Et en particulier, pourquoi c'est intéressant? Parce que dans tout le domaine de psychiatrie, les médicaments qu'on a présentement sur le marché, c'est des médicaments, des connaissances qu'on avait dans les années 80 à 2000. OK? Donc, on a besoin de l'arrivée de nouvelles molécules, de nouvelles façons, de nouveaux mécanismes. Et ça, cette neuroplasticité-là, c'est pour ça que je vous disais, on commence à la connaître. C'est un phénomène qui pourrait être très intéressant pour différents problèmes de santé mentale, etc. L'anxiété, la dépression, etc. Donc, c'est des nouvelles avenues qu'il faut regarder. Il faut les regarder de façon correcte, juste et précise. Oui, puis par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez? Tantôt, on a parlé un petit peu de certaines études contrôlées randomisées qui ont été faites. On a soulevé certaines limites. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que les bénéfices allégués présentement dans les études chez l'humain ne sont pas soutenus scientifiquement? Puis est-ce que vous pensez qu'il y a certains de ces bénéfices-là qui auraient peut-être plus de potentiel à réellement être démontrés éventuellement en utilisant des devis adéquats? Je suis tout à fait d'accord que les bénéfices présentement ne sont pas démontrés de façon irréfutable. C'est vraiment anecdotique, puis il faut voir. Par contre, il y a tellement de problèmes avec les études qu'on a jusqu'à maintenant qu'on ne sait pas si c'est des problèmes qu'il n'y a pas d'effet ou des problèmes dans la méthodologie. Je vous donne juste un exemple. Qu'est-ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant comme drogue pour le microdosing? Très peu d'études ont utilisé, par exemple, de la psilocybine, du LSD, mais on peut s'en procurer. C'est assez facile. On a des molécules relativement... on a une molécule qui est très pure, etc., puis on peut contrôler la dose. Vous me donnerez votre contact. Puis c'est facile à produire en laboratoire. Par contre, la psilocybine, jusqu'à maintenant, il y a peu de laboratoires qui ont produit de la psilocybine de grade pharmaceutique. OK. Donc, et l'autre chose, c'est déterminer la dose de la drogue. Jusqu'à maintenant, on l'a déterminé sur le pif. Exact. On a dit ça devrait être ci, ça devrait être ça. On n'a aucune étude, en tout cas moi j'en ai pas vu, qui nous montre la pharmacocinétique, c'est-à-dire à quel moment on va commencer à avoir des effets. Je pense que j'en ai vu une sur la LSD, mais à peu près, c'est tout. Là. Sur la psilocybine, j'en ai pas vu. Là, ça me fait penser, là, on parle justement de la molécule en soi, la drogue, pour qu'on l'étudie de manière adéquate. Tu sais, je pense, par exemple, au cannabis. Il y a plein de sortes de cannabis différents. Quand on développe du médicament, on fait de l'optimisation de médicaments. On change la molécule pour qu'elle cible vraiment parfaitement, qu'elle ait une plus grande affinité avec tel récepteur ou peu importe. Est-ce qu'en termes de psilocybine, est-ce qu'il y a plusieurs types de psilocybine? Est-ce qu'on peut optimiser la molécule pour peut-être qu'elle cible davantage tel récepteur puis que ce soit plus efficace dans le traitement de telle molécule? Donc, si on microdose, on aurait des effets qui seraient peut-être plus concrets, biologiquement parlant? Bien, en fait, biologiquement parlant, si, par exemple, si on est capable d'identifier exactement quels sont parmi les récepteurs sérotoninergiques les récepteurs qui sont responsables des effets désirables. Parce qu'il y a probablement à l'intérieur de ça, c'est pour ça tantôt je vous ai dit que la pharmacologie de la sérotonine était complexe. Il y a probablement l'activation de certains récepteurs qui est désirable et d'autres qui vont donner des effets indésirables. Donc, si on est capable d'identifier les principales cibles qui donnent des effets désirables, là, on va être capable de designer des molécules qui vont agir de façon précise sur ces récepteurs-là. Mais tant qu'on n'aura pas été capable de discerner quelle était la cible à faire, quelles étaient parmi ces récepteurs-là les cibles idéales, bien, on est encore
Donc, j'en conviens qu'en ce moment, on a peut-être un problème dans les études actuelles, même en clinique thérapeutique. On n'a même pas déterminé, trouvé encore les récepteurs qui procurent des effets désirables. Puis là, on est déjà à tester ces molécules-là, à savoir si ça a des effets bénéfiques ou non. C'est quand même... Est-ce que c'est dangereux de faire ça? Non, c'est pas dangereux tant qu'on va rester dans les microdoses ou ces choses-là. Mais le problème, le microdosing, c'est quand on est en domaine pharmaceutique, si on était dans un milieu pharmaceutique, on contrôlerait les doses, on contrôlait les cédules d'administration. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une personne qui fait du microdosing. Au début, vous avez des effets. Vous pensez que vous avez des effets intéressants. Premièrement, la question qu'on se posait tantôt, est-ce que c'est un effet placebo ou non? OK? Ça fait 1 mois, 2 mois, vous faites du microdosing. On dirait que les effets désirables, ils diminuent. Ils sont partis, moins le fun. Qu'est-ce que vous allez faire? Augmenter la dose, augmenter la fréquence de consommation. Et là, changer de pusher. Et là, on va tomber, puis la disparition de ces effets-là, est-ce que c'est parce que les effets n'étaient pas véritables ou tout simplement on a eu de la tolérance? On ne le sait pas encore. Puis vous augmentez la dose. Donc là, vous augmentez la probabilité d'effets indésirables parce que vous augmentez les doses, etc. Je comprends. Oui. Je comprends. C'est intéressant, ça. Puis, tu sais, l'autre phénomène aussi qu'on rajoute à ça, c'est ça demeure encore aujourd'hui des drogues qui sont illégales. Donc, on s'en procure chez des dispensaires. J'imagine ces drogues-là peuvent être coupées avec autre chose, là, PCP et compagnie. Et là, on tombe... Tout ce milieu-là Mais je veux dire, mettons que tu vas voir quelqu'un, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas la réponse à ma question, mais vous allez voir quelqu'un pour vous procurer des microdoses. Ça vient-tu dans un gros sac, puis c'est toi qui fais ta microdose, ou puis là, après, tu sais, la provenance... Là, présentement, ce qu'on voit sur le marché, c'est des petits... des petits organismes ou des petits distributeurs qui vont vendre des champignons, etc., puis... c'est quoi la pureté de ça? Ça provient de où, etc. On ne sait pas. On n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce que je consomme puis la quantité d'ingrédients actifs là-dedans. Oui, c'est ça. Puis d'un champignon à l'autre, selon comment il est cultivé, ça doit influencer. Oui, puis là, le phénomène dangereux, c'est que les organisations criminelles vont s'intéresser à ça. Oui. OK? Moi, je regarde du côté méthamphétamine. J'ai travaillé beaucoup du côté de la méthamphétamine puis du côté des opioïdes. OK? Une organisation criminelle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire le plus possible d'argent. Donc, faire le plus possible d'argent, c'est que ça te coûte moins cher, le produit te coûte moins cher, puis tu en vends le plus possible. Donc, tu diminues la qualité de ton produit. Ou tu diminues ton qualité de produit, ou tu te procures quelque chose qui ne coûte pas cher. OK? Et là, puis tu ne contrôles rien. Exemple, dans une pilule de méthamphétamine, on ferait l'expérience aujourd'hui, on va en acheter 100 pilules de méthamphétamine sur le marché à Montréal. On les fait analyser. Puis, je suis certain qu'il va y avoir 3 catégories de pilules. Des pilules qui contiendront à peu près pas de méthamphétamine, d'autres qui vont contenir la dose qu'on devrait avoir, et quelques pilules qui contiennent une dose trop forte de méthamphétamine. OK? On va penser que celles qui contiennent des doses trop fortes sont les plus dangereuses. Ceux qui en contiennent très peu sont aussi dangereuses, sinon plus. Parce qu'elles sont coupées avec d'autres substances. Pas juste ça, c'est que la personne n'a pas d'effet. Elle va en prendre 2 puis 3. Ouais. Puis le microdosing, le danger de quelqu'un qui gère lui-même son microdosing, c'est ça. Il va contrôler sa dose, il va dire « j'ai pas d'effet ». Si j'ai pas d'effet, je vais augmenter ma dose, etc. Il n'y a pas d'effet, est-ce que parce que la drogue n'est pas bonne? Ou simplement, cette drogue-là n'a pas d'effet, etc. Donc, on arrive avec toute une série de questions comme ça. Donc, pour aller au fond de ça, il va falloir faire des études très serrées en laboratoire, déterminer les substances, déterminer les doses, déterminer les effets possibles et les effets indésirables. Et vous voyez, on a un grand fait. Par contre, ça peut être drôlement intéressant. Moi, je regarde du point de vue thérapeutique, ça pourrait être drôlement intéressant. Et je vous donne un exemple. Maintenant, on utilise la kétamine pour soigner la dépression. Et au début, personne ne croyait à ça. Mais il faut voir, la kétamine qu'on utilise pour traiter la dépression, c'est pas la même dose qu'on prend comme dose récréationnelle. C'est fait dans un contexte médical et c'est bien contrôlé, etc. Et c'est efficace dans
des cas particuliers, c'est-à-dire les gens qui sont résistants aux autres antidépresseurs. Et là, qu'est-ce qui est en train de se produire dans le monde pharmaceutique? C'est qu'on est en train de chercher quelle est la cible ou quel est le mécanisme d'action de cet effet antidépresseur-là de la kétamine pour trouver des nouvelles drogues qui vont être plus spécifiques, moins d'effets secondaires, etc. Et ça pourrait nous amener à découvrir de nouveaux mécanismes pour traiter la dépression. Puis ça, pour identifier justement ces récepteurs-là, on en parlait avant l'entrevue tout à l'heure avec les animaux. Bon, bien, il y a un sacrifice. On a vraiment accès à la totalité du cerveau. On peut le couper, aller mesurer exactement. Mais chez l'humain, on peut pas faire ça. On peut pas sacrifier un humain après qu'il a pris du microdosage. Donc, comment est-ce qu'on peut venir à extrapoler ou s'assurer? On peut pas avoir... On a des coupes de cerveau. Oui. Je me demande, au neuro, par exemple, il y a des coupes de cerveau. Oui, mais ça, c'est des cerveaux post-mortem. Oui, exactement. Okay. Donc, ça dit rien. Oui, ça peut donner des indications. Par contre, on a maintenant... Les techniques d'imagerie médicale se sont développées beaucoup. Donc, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des humains quand on fait certaines manipulations. Puis ensuite, on peut aller voir chez l'animal, est-ce qu'on est capable de reproduire les mêmes choses? Puis là, on peut aller voir les mécanismes de façon plus précise. Donc, c'est une combinaison d'études fondamentales, d'études précliniques et, par la suite, d'études cliniques. Donc, c'est tout ça là, pour les psychédéliques, là, c'est tout ça qu'il va falloir mettre sur pied, le faire correctement, c'est-à-dire avoir une partie de recherche fondamentale, une partie de recherche préclinique ou chez l'humain, avec une partie de recherche ensuite clinique, par exemple, pour de nouveaux médicaments, de nouveaux effets, etc. Est-ce qu'on en est là en recherche? Est-ce que, je veux dire, les autorités réglementaires, les autorités les grands organismes subventionnaires sont là? Parce que j'ai l'impression, on en parlait en début d'entrevue, qu'il y a une démonisation un peu des drogues. En même temps, il y a un mouvement où on tend à aller vers la décriminalisation pour mieux, justement, contrôler le produit, éviter certains problèmes aussi au niveau de la dépendance de certaines drogues, etc. Donc, ma question, c'est, est-ce que la recherche est là? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les outils sont là? Est-ce que les barrières, elles sont levées? Ils sont en train d'être levés. OK? J'ai été, au cours des dernières années, là, je ne suis plus parce que j'étais sur la retraite, j'étais sur les comités subventionnaires canadiens, etc. Et j'en ai vu des demandes de subventions pour de la recherche au niveau des psychédéliques, du microdosing, etc. Au début, disons, si on remonte à 6-7 ans, où ces premières études-là ont été... Il y avait une certaine partie des gens qui étaient réfractaires à ça, où en fait, il y avait des barrières, à la fois au niveau de la communauté scientifique, mais il y avait également au niveau réglementaire, se procurer ces drogues-là. C'est en train de changer. OK? Je dis c'est en train de changer, ça n'a pas changé complètement, mais c'est en train de changer. Au niveau des organismes subventionnaires, ils sont maintenant ouverts. Au niveau des organismes réglementaires, il y a des adaptations qui se font. C'est pas facile. Par exemple, là, je vais vous dire, un chercheur qui voudrait se procurer de la psilocybine pour faire des recherches, il y a presque 1 an ou 2 de démarches à faire pour pouvoir se procurer de la psilocybine de qualité médicale. Wow. OK? Donc, vous voyez... C'est une barrière majeure. C'est une barrière majeure. Là. Puis ensuite, avoir les autorisations pour le faire, les protocoles chez les humains, etc. Donc, vous voyez, c'est long, mais c'est en train de changer. Je comprends. Donc, présentement, avec ce qu'on a, disons qu'un clinicien venait vous voir, puis, bon, il entend parler de microdosage parmi ses patients qui rapportent une amélioration de l'anxiété, tout ça. De ce que je comprends des études qu'on a actuellement, avec leurs limites en ce moment, on ne sait pas si c'est difficile de vraiment disséquer. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'effet? C'est pas supérieur au placebo ou notre façon de le faire ne permet pas de venir observer les effets en soi? Donc, il nous faut des meilleures études. Puis, actuellement, bon, les barrières se lèvent et tout ça. Alors, on est encore... Est-ce que je me trompe en disant qu'on est encore dans un grand voile d'incertitude? Je pense qu'on est dans un statu quo. Oui, un genre de statu quo. Oui et non. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont commencé à le faire correctement. Ouais. Mais c'est des processus à long terme. Ouais. Exemple, un chercheur qui obtiendrait... un chercheur qui aurait obtenu une subvention il y a 3 ans, il serait probablement en train de commencer ses expérimentations qui vont durer probablement 2, 3 ans, 4 ans. Le temps d'analyser ses résultats et de publier.
ça va arriver peut-être dans 2-3 ans. C'est pour ça que vous allez voir, là, vous avez fait une revue de littérature, vous avez eu de la misère à trouver des études solides, mais d'ici 3 ou 4 ans, il va arriver des études solides, parce qu'il y en a en cours probablement partout. Par exemple, je regardais certains de ces auteurs-là, là, entre autres David Nutt en Angleterre. C'est certain que dans ce coin-là, il y a des études solides qui sont en cours, etc., ces choses-là, que les résultats vont arriver d'ici quelques années, etc. Donc, le processus est en train de se mettre en marche, mais le processus est relativement lent. C'est intéressant. Oui. Bon. Disons qu'on conclut tranquillement. Est-ce qu'il y a... ce serait quoi, disons, 5 éléments qu'on pourrait, ou peut-être 3, là, j'aime ça faire des petites listes. 3. Non, c'est 5. La règle de 3. Oui, la règle de 3, mais qu'est-ce qu'on pourrait retenir par rapport à l'état de la science, par rapport au microdosage présentement pour des gens qui... Fais-tu un tour de table? Oui, un petit tour de... mais par rapport au microdosage, je pense que l'aspect récréationnel qui est plus pour le fun, la créativité versus l'aspect thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ouais. Ben moi, je dirais... Un élément qui est très important au départ, c'est de bien différencier microdosing de utilisation thérapeutique des psychédéliques et également d'utilisation récréationnelle des psychédéliques. On n'est pas dans les mêmes choses. OK? Donc, c'est 3 éléments différents. Donc, au départ, il faut savoir à quoi on s'adresse. OK? Deuxième chose, si on regarde seulement le microdosing, parce que c'est ça qu'on parle, je pense on est dans une étape où c'est intéressant de faire des recherches, mais les recherches doivent être bien contrôlées, bien faites. Est-ce qu'il y a un potentiel? Il y a probablement un potentiel, mais il faut le déterminer. Oui. 3e recommandation, ça tombe sur moi? Ben, tu sais, nous deux... Au point de vue populationnel. Populationnel, oui. Au point de vue populationnel, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vague en ce moment. Qui existe. Puis, en dépit de tout ce qu'on a dit, des bénéfices qui ne sont potentiels et non démontrés encore, des risques qui sont potentiels et non démontrés encore, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont continuer à faire du microdosage de manière récréative. Donc, moi, puis là, c'est vraiment mon chapeau de gars de santé publique qui dit ça. Je dis, c'est au moins d'être conscient de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, de connaître les limites qui existent dans la science. Puis, si on est amené à consommer ces substances-là en microdosage, mais c'est de le faire, à mon avis, de manière responsable. Je sais que c'est difficile d'identifier la source, l'origine des produits, mais comme Dr. Rouillard le disait, la dose, faire attention aux effets, on build up une certaine tolérance, donc de peut-être pas augmenter la dose aussi drastiquement que les effets ne se font plus sentir. Je dirais peut-être d'espacer le régime aussi de consommation. On parlait d'une microdose régulière, peut-être pas de le faire à tous les jours. Aux 4-5 jours. Une fois de temps en temps, c'est encore mieux. Je dirais tout est dans la modération avec les drogues. Donc, moi, ce serait ma recommandation. Puis, idéalement, si vous avez des conditions médicales sous-jacentes aussi, peut-être consulter un spécialiste de la santé avant de le faire. Puis, je pense particulièrement aux maladies d'ordre psychiatrique, donc des antécédents familiaux, des antécédents personnels et aux troubles cardiaques. Puis, moi, je pensais, bon, ça, c'est peut-être ma déformation comme clinicienne, mais je crois que c'est important comme scientifique de demeurer à l'écoute de qu'est-ce qui se dit sur le terrain, quelles sont les préoccupations, les expériences vécues, parce que oui, une anecdote n'est pas une preuve scientifique, mais c'est avec ça qu'on développe des questions de recherche. Puis c'est pas parce que c'est pas conclusif en ce moment qu'on doit balayer du revers de la main. Donc, moi, je pense que ce serait ma petite recommandation. Wow. Alors, on est bons les trois ensemble. Professeur Rouillard, merci beaucoup d'avoir participé à notre premier balado. J'espère que ça va être un succès. C'est un sujet fascinant. Je suis convaincu qu'on aurait pu en parler pendant des heures encore. C'est moi qui vous remercie parce que c'était vraiment intéressant. Bien, merci. Bonne journée. Merci, Kev. Salut, à la prochaine.